je te laisse prendre la parole. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Stéphane qui nous rejoint, c'est pile poil le bon tempo. Bonjour. Bonjour Stéphane, donc bienvenue à cette session du cercle éducation du CFF. Nous aurons le plaisir d'écouter Déborah Lebloas, pardon, et Olivier Guillemin pour évoquer le sujet qui est celui qui va être le vôtre, l'éducation aux médias et la lutte contre la manipulation liée à l'information. Donc, je ne vais pas être très long parce que le temps est assez court, mais je tiens néanmoins à remercier Jérôme pour son intervention assidue à nos côtés sur ce cercle et tout ce que tu fais pour nous, Jérôme. Bien sûr, Stéphane, qui est également copilote au titre du conseil d'administration du cercle, et nos deux partenaires que sont la Fondation Société Générale et la Fondation Culture et Diversité, grâce à qui nous pouvons proposer ce cercle à l'ensemble de nos membres. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous deux, Déborah et Olivier, pour votre intervention. Et je vais maintenant vous écouter. Et alors, peut-être un tout petit point donc de méthode. Nous écoutons Déborah et Olivier et au fur et à mesure, merci donc d'utiliser le chat pour faire vos remarques, poser vos questions. Et puis, j'essaierai d'organiser les interventions et les réponses en groupant justement ces remarques un petit peu par thème. Et donc, notre sujet, c'est l'éducation aux médias et la lutte contre la manipulation de l'information. Nous avons Déborah Lebloas, qui est la fondatrice de l'initiative ConfKids. Déborah, je te laisserai te présenter brièvement. Olivier Guillemin, le fondateur de l'initiative Entre les lignes, même chose, mais au fond, pendant que vous présenterez ce que vous faites, je voudrais que vous répondiez à une question qui est pourquoi est-ce que ça vaut le coup finalement de vous écouter pendant une heure sur ce sujet de l'éducation aux médias et de la lutte contre la manipulation de l'information. À la limite, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire en ce moment? La pandémie, enfin, on a quand même des gros sujets et pourquoi est-ce que ça nous semble important? Alors, évidemment, tout le monde voit bien que moi aussi, ça me semblait important puisqu'on a programmé cette heure, donc j'ai un peu des idées sur le sujet, mais au fond, ça m'intéresse de vous écouter vraiment sur de quoi on parle et pourquoi on en parle. Et finalement, vos initiatives ne seront que des illustrations de cette priorité si on arrive à l'identifier comme telle. Olivier, peut-être. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, me présenter brièvement. Donc, moi, je suis un ancien journaliste de l'agence Reuters. Aujourd'hui, je me consacre essentiellement à notre association. Donc, je l'ai cofondée en 2010 avec une autre journaliste de l'agence France Presse. Pour vous présenter très brièvement l'association, on est 220 journalistes bénévoles, c'est-à-dire des gens qui posent des jours de congé. Pour faire quoi? Pour aller dans des établissements scolaires, animer des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Nos objectifs pédagogiques, ils sont assez simples, hein, et complexes à la fois. Développer l'esprit critique des jeunes publics, leur donner des outils, des repères et des postures en fait face aux entreprises de désinformation auxquelles ils font face tous les jours, hein, dans leur utilisation numérique, notamment des réseaux sociaux. Donc voilà, partager tous ces outils. On fait environ 300 interventions par an dans toute la France et on en est assez fiers d'être présent dans les grandes villes, mais aussi d'aller dans des zones rurales ou semi-rurales. On fait aussi de la formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et toutes les personnes du champ éducatif pour les aider par rapport notamment, pareil, les outiller sur les postures à adopter. Qu'est-ce qu'on répond à un jeune quand il nous dit de toute façon Charlie Hebdo, ils l'ont bien cherché, ou qui nous relaie une théorie du complot. Donc voilà, on fait un petit peu tout ça. Pourquoi ça vaut le coup de nous écouter? Alors déjà, je pense parce qu'on est des gens très sympathiques avec Déborah. Deuxième argument, c'est que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire puisque les terrasses sont fermées, les cinémas sont fermés, effectivement. Mais pour répondre plus sérieusement et avec des exemples et avec de la couleur,
pour lancer cette conférence. Je crois qu'il y a urgence à en parler de ces problématiques-là parce que l'an dernier, on l'a vu, il y a des milliers de personnes qui ont envahi le Capitole aux États-Unis sur la base de fausses informations. On a tous les jours des gens qui arrêtent leur traitement, leur chimiothérapie, parce qu'ils ont vu des vidéos sur les vertus du citron et qui en meurent. Parce qu'il y a 25 personnes qui sont mortes en Inde il y a 2 ans après la publication d'un message, d'une rumeur sur WhatsApp. Ces personnes sont mortes lynchées parce qu'on a un enseignant cette année qui s'est fait couper la tête sur la base d'une fausse information, d'un mensonge, puis d'une fausse information, puis d'une vidéo devenue virale. Et puis aussi, plus récemment, vous avez entendu parler de l'enlèvement de la petite Mia. Cet enlèvement, il a été commandité par sa mère qui fréquentait des sites complotistes et perpétré par des amis complotistes qui lui ont dit pas de souci, nous si tu veux on va la récupérer ta fille puisqu'il ne faut pas qu'elle tombe dans le grand complot pédosataniste mondial. Donc voilà des exemples concrets parce qu'il y a urgence, il y a une urgence démocratique si on veut reconstruire de la confiance pour vivre ensemble. Merci Olivier. Alors Déborah, qu'est-ce que c'est que ConfKids et qu'est-ce qu'on peut dire en complément de l'urgence exprimée par Olivier? Ouais, merci Jérôme. Merci d'abord de nous avoir invités, c'est super chouette et merci à tout le monde, à tous les présents. Alors ConfKids, c'est une initiative qui a été lancée en 2017 pour inviter les enfants à penser le monde et à penser les transitions que le monde dans lequel on vit connaît, que ce soit au plan écologique, économique, social, politique, au plan de l'innovation, au plan des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de gouvernance, tout ce que vous pouvez imaginer dans les sujets de transition. Et pour ce faire, on propose aux enfants un certain nombre d'ateliers de réflexion et on leur permet aussi de rencontrer des personnes qui changent le monde, qui proposent justement ces nouvelles visions et d'échanger avec elles pour réfléchir aussi aux solutions qu'on amène à ces enjeux de transition. Donc voilà pour ConfKids. Au niveau du public, nous on s'adresse aux jeunes en fait à partir de 8 ans et on opère aussi bien auprès du grand public que auprès d'enfants, auprès d'un public plus privé, par exemple des enfants de collaborateurs ou pour des municipalités, des écoles et autres. Et on opère aussi dans les prisons auprès de mineurs incarcérés, auprès des centres éducatifs spécialisés pour ces mineurs placés. Donc voilà, ça c'est pour ConfKids. Évidemment, je souscris à tout ce qu'a dit Olivier et en complément, je dirais que, alors pourquoi maintenant, au milieu de la pandémie et de tous ces autres sujets, c'est justement déjà parce que du fait du confinement, on n'a jamais autant consommé d'écrans et d'informations et de médias que cette dernière année. Vraiment, c'est devenu une interface en fait entre nous et le reste du monde de façon très, très frappante en fait cette dernière année, mais de manière générale ces dernières années, les médias sont devenus vraiment le filtre en fait à travers lequel les jeunes, dont c'est la principale source d'information, essayent de comprendre le monde et de s'informer là-dessus. Donc voilà, je pense c'est important d'en parler aujourd'hui, mais quasiment pour finir, je dirais que ce serait important d'aborder la question du traitement médiatique, quel que soit le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Voilà. Ah, tu peux peut-être tout de suite embrayer pour qu'on comprenne bien ce que tu viens de dire. Il y a un suspense intolérable. Qu'est-ce que la question du traitement médiatique, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des jeunes que nous, on rencontre au ConfKids, qu'on rencontre dans les prisons, qu'on rencontre dans les centres, cherchent l'information sur des sites dont on pourrait se poser déjà la question à savoir si ce sont des médias ou pas. C'est-à-dire que l'éducation aux médias, ça pose une première question, c'est qu'est-ce que c'est un média et est-ce que toutes les paroles se valent quand on sait que l'information peut être chopée auprès d'un YouTuber, peut être entendue auprès d'un copain dans la cour, peut être entendue. Donc la première fake news, elle existe dans la cour d'école quasiment. C'est j'ai entendu telle rumeur et telle information, des on-dit, etc. Et du coup, la question du traitement en fait de l'information, savoir expliquer aux enfants finalement qu'une information se construit, que le simple fait de choisir un angle pour présenter cette information, c'est déjà un biais et donc ça doit déjà être pondéré, comparé, sourcé, etc. C'est ça que j'appelle traitement médiatique. Olivier, là-dessus? Ouais, je rebondis, je partage totalement ce qu'a dit Déborah. C'est une vraie question, ça, de se dire finalement, qu'est-ce qu'un média, qui me parle, en qui je peux avoir confiance. Je pense qu'on en reparlera de cette question de confiance, parce que
Nous, depuis 11 ans, sur le terrain, on bat en brèche un préjugé qui est partagé par pas mal de gens dans la société. Pas mal de gens, peut-être que vous en faites partie, parce que vous êtes parents vous-même, de partir du principe que les jeunes ne s'informent pas. On entend souvent ça, mais de toute façon, les jeunes, ils s'intéressent pas, ils s'intéressent plus, ils s'informent pas. Ça, c'est faux. C'est faux. Nous, on le voit sur le terrain. Je pense que Déborah aussi. Il faut juste comprendre que les jeunes aujourd'hui s'informent différemment de notre manière à nous, ce qu'on appelle les médias traditionnels ou les canaux traditionnels. Mais ça ne veut pas dire pour autant... Alors, ils sont plus exposés, bien évidemment, aux fausses informations, parce que la désinformation est plus présente sur ces nouveaux médias, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'informent pas ou plus. Donc nous, on essaie de les aider, de les outiller, et justement de les faire réfléchir sur la notion de source. C'est-à-dire qu'en soi, nous, on n'est pas là pour leur dire, on nous pose tout le temps la question, on nous dit « Alors, dites-nous, s'il vous plaît, comment il faut faire pour bien s'informer ?» Moi, je pourrais vous répondre à titre personnel, mais ça n'aurait aucun intérêt parce que en information, je me surinforme, mais chacun doit construire sa propre manière de s'informer et trouver des sources fiables. Et on essaie de sensibiliser là-dessus parce que Déborah a raison, en fait, un YouTuber peut très bien être une très bonne source d'information sans qu'il soit un média traditionnel ou labellisé. En revanche, ce qui est toujours inévitable dans une démarche de vouloir bien s'informer, c'est d'avoir plusieurs sources, de croiser ces sources. Et ça, on essaie de transmettre aux jeunes, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une source isolée qui n'est pas forcément un média, mais il faut aller la recroiser, la confronter. Est-ce que d'autres personnes en ont parlé, qui me parlent effectivement? Mais finalement, tous les deux, dans ce que je comprends et de ce que je sais, votre action de formation, elle est dirigée directement vers les jeunes. Est-ce que, en réalité, la formation ou la lutte contre les forces du mal de l'information, est-ce que il n'y a que les enfants qui doivent être à la réception du message, ou est-ce que, évidemment, les adultes n'ont pas aussi besoin d'être formés? Et quand je parle des adultes, il y a les parents, les enseignants, et peut-être ce qu'on oublie un peu facilement, les journalistes. Je vais te laisser répondre, Olivier, puisque je sais que toi, tu formes des formateurs. Bien sûr. La question est tout à fait légitime, Jérôme. C'est-à-dire que les adultes aujourd'hui ont autant besoin d'éducation aux médias, à l'information que les jeunes. La pandémie, malheureusement, les exemples sont trop nombreux, mais celui qu'on a en face du nez aujourd'hui, c'est la pandémie. Je pense que vous avez tous reçu au tout début, avant le confinement, dans des chaînes WhatsApp, ma tante qui travaille à la salpêtrière a eu une source à l'Élysée m'a dit, enfin voilà, je pense que vous y avez tous été confrontés. Alors nous, on fait des choses avec les adultes, on fait des choses notamment dans des médiathèques, on fait des choses aussi, donc on forme vraiment, là c'est vraiment de la formation professionnelle parce qu'il y a un vrai besoin, hein. Tous les enseignants sur le terrain nous le disent, hein, qui se sentent complètement démunis quand il s'agit de parler des caricatures, de Charlie Hebdo, ou qui ne savent pas quoi répondre quand un jeune leur tient des propos complotistes. Et c'est vrai qu'en général, le bon sens nous conduit à faire des bêtises par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va faire les erreurs typiques qu'il ne faut pas commettre face à quelqu'un qui relaie des propos complotistes. Alors nous, on a choisi en fait de se concentrer sur le public jeune parce qu'on considère qu'en fait, essayer d'acquérir le plus tôt possible des réflexes, des postures. Déborah le disait tout à l'heure, nous, on insiste beaucoup là-dessus sur, vous savez, quand les jeunes nous disent, commence une phrase par « on m'a dit que »,« il paraît que », on les sensibilise, on dit « attention ». Gyrophare dans votre tête. C'est-à-dire que on m'a dit que, mais le on, c'est qui? Il paraît que, ah, tiens, si tu dis il paraît, ça veut dire que c'est pas sûr, ça veut dire que c'est pas un fait. Ou alors, quand on utilise le conditionnel, un accident aurait eu lieu aujourd'hui devant le CFF. Ben, c'est pas la même chose de dire qu'un accident a eu lieu aujourd'hui. Vous voyez, il y a une notion. Donc, on essaye de leur inculquer des réflexes, des postures, et on se dit que plus tôt on le fait, parce on teste aussi, nous, des contenus là, au niveau primaire, effectivement, mieux on sera armé pour affronter aujourd'hui, alors nous, on appelle ça la société de l'hyperinformation, c'est-à-dire qu'on est envahi par des flux au quotidien d'images, de bonnes, de mauvaises informations. Voilà, donc nous, on a choisi de concentrer nos efforts sur les jeunes publics pour développer des réflexes, en fait, hein, tout simplement. On forme aussi des adultes, mais bien évidemment, il y a un besoin chez la population adulte qui est évident.
Déborah, je vois que tu voulais rebondir. Je vais juste compléter en fait par un exemple. Alors évidemment, bien sûr que les adultes aussi ont besoin d'être formés, d'abord parce que finalement ces médias restent des nouveaux médias, et pour quiconque s'est informé autrement en fait pendant 20 ans ou 30 ans, ces nouveaux médias ont besoin d'être un peu domptés. Donc chez les adultes c'est le cas aussi, et pour le coup dans les centres éducatifs et dans un certain nombre de prisons où j'ai pu aller travailler, on a fait face à du personnel pénitentiaire ou à des responsables d'unités éducatives dans des centres spécialisés qui véhiculaient eux-mêmes des fake news, et notamment je me rappelle d'un cas avec un responsable d'unité éducative. Donc il faut vous dire que c'est la personne qui est directement sous le chef, sous le directeur du centre, qui incitait les jeunes à penser que nous n'avions pas marché sur la Lune. Et en fait, c'est extrêmement problématique dans ce cadre-là parce que ce sont des figures d'autorité. En plus, alors il y a plein de jeunes, mais ceux-là sont en particulier des jeunes fragiles qui ont besoin de repères très solides, qui ont besoin d'outils pour pouvoir avancer dans la vie. Et ne pas former ces personnes-là rajoute en fait du danger au danger. Voilà, donc je voulais compléter. Hakim, dans le chat, a plusieurs remarques, dont une, la dernière, qui consiste à dire qu'au fond, le traitement de l'information, c'est une question d'éducation en général pour tout le monde, puisque en fait, il faut mobiliser des compétences qui sont multiples pour ça. Mais Hakim, je vous laisse la parole, notamment sur la question de à la fois la source de l'information et la nature de l'information, si je comprends bien vos remarques. Oui, alors sur les ressources multiples, nous, notre action, elle se dirige vers des lycéens, et donc on est en train de développer des ateliers de pensée critique avec eux. Pensée critique et pas esprit critique. Enfin, je ne vais pas rentrer sur les distinctions, mais je pourrais le faire plus tard. Et on voit bien peut-être, oui, ou alors il faudra penser à le faire plus tard parce qu'on va parler d'esprit critique. Donc, c'est intéressant de différencier les deux. Ouais. Mais on se rend compte juste en fait que quand on travaille ces sujets-là, c'est-à-dire l'analyse de l'information, en réalité, il leur manque plein de choses. Il leur manque déjà un champ lexical qui leur semble accessible, donc il y a un vrai problème de compréhension de la langue. Au-delà du champ lexical, il y a souvent tout simplement une question de raisonnement logique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence. Ils ne savent pas souvent faire la distinction entre un sujet et un objet, et du coup, dans le traitement de l'information, c'est plus de l'interprétation qu'ils font qu'une réelle compréhension des choses. Et puis par ailleurs, ce qu'on a aussi pas mal remarqué, donc je ne sais pas si c'est aussi une observation que vous pouvez faire, c'est qu'il y a une très grande faiblesse de la compréhension mathématique des choses, c'est-à-dire essayer de mettre en nombre et comprendre l'échelle des mesures d'une situation, ou avoir un ordre de proportion, notamment quand on parle de sujets, par exemple, économiques ou politiques, ou liés à de l'insécurité. Il y a une confusion totale entre un raisonnement rationnel et puis une réaction plutôt émotive. Voilà. Le fait divers prend la place d'un événement historique, par exemple. Oui, donc c'est à la fois la compréhension intime, forte de l'information et sa hiérarchisation en termes d'importance, de valeur, de force. On parle bien de ça. Ah, Hakim, j'ai perdu. Oui, absolument. Il y a une confusion totale entre le cas particulier et le cas général. Et c'est vrai que du coup, la petite vidéo qu'ils peuvent voir de 2 minutes, ils en tirent une généralité, et pour eux, par exemple, s'il y a une fois un vaccin, une situation vaccinale par exemple qui s'est mal passée, alors c'est une problématique du vaccin ou une problématique du gouvernement. Mais ils n'arrivent pas à dissocier un cas particulier et d'un cas général. Oui, et pour illustrer l'aspect mathématique sur le même sujet, qu'est-ce que ça signifie d'avoir vacciné 150 000, 1,5 million ou 15 millions de Français en fonction de leur âge et des risques encourus. On voit bien en effet l'idée. Je veux bien rebondir sur la distinction entre pensée critique et esprit critique, mais je veux bien rebondir.
en rappelant que dans notre préparation, Déborah et Olivier, on a, au fond, on s'est demandé à un moment si la formation à l'esprit critique, c'était pas la baguette magique du sujet. Et donc, je veux bien d'abord vous écouter sur l'esprit critique, et puis ensuite peut-être donner la parole à Hakim sur la différence entre esprit critique et pensée critique. Alors, je vais moi faire une réponse très courte. Déjà, juste une chose par rapport au cas particulier, cas général, et les émotions et les faits, et le mélange entre le cas particulier, etc. Il faut, quand tu parlais, Jérôme, tout à l'heure, d'éduquer l'ensemble des acteurs des médias, il faut aussi éduquer les médias, parce que quand on parle que des cas particuliers, pendant des heures et des heures de boucles d'informations, il y a de quoi imaginer que les jeunes, en fait, pensent qu'en fait, c'est donc ça l'info principale. Et pour l'émotion face aux faits, c'est aussi devenu une corde régulière de beaucoup de médias de jouer sur le sensationnalisme, et donc c'est aussi devenu les nouveaux modes de consommation et de réaction. Donc voilà, j'ai posé ça, mais donc les médias aussi devraient être éduqués par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Nous, chez ConfKids, pour Esprit Critique, Pensée Critique, je vais juste poser une chose. Comme on parle beaucoup avec des jeunes en grande difficulté sociale et très marginalisés, on travaille plutôt avec eux sur la notion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail qui est fait sur la première chose, c'est d'apprendre à penser par soi-même et de travailler son autonomie. Et de poser en fait l'autonomie de la pensée comme le prérequis à tout le reste. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'ensemble de ces sujets, sans prosélytisme dans un sens ou dans un autre, en essayant de donner des informations, mais en laissant chacun essayer de parler depuis là d'où il est, et en essayant ensuite d'accompagner avec des outils qui viennent aiguiser en effet le raisonnement, la dimension analytique, etc. Voilà. Et après, pensée critique, esprit critique, je ne suis pas sûre de faire moi-même bien la différence, donc je passe le bâton à Olivier. Voilà. C'est gentil. Effectivement, parce que Jérôme, on avait oublié de répondre à la dernière partie de ta question à 15 tiroirs. Faut-il éduquer les journalistes? Tu as bien raison. Et nous-mêmes, nous, on est dans cette démarche entre les lignes parce que on fait cette démarche d'autocritique de la profession. On porte des idées, des valeurs et notamment la première éducation aux médias, les médias doivent le faire eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses toutes simples. Déjà, reconnaître quand on s'est trompé. Ça arrive de donner une mauvaise information, mais il faut le dire après, quand on s'est trompé et pourquoi, et expliquer. Ça veut dire plus contextualiser son information. Alors, nous, en agence de presse, moi, je suis issu de l'agence Reuters, c'est une obligation de toujours, on ne donne jamais une information comme ça, de manière isolée, on la recontextualise à chaque fois, mais ça veut dire faire cet effort pédagogique et pas aller trop vite, pas faire des raccourcis. Ça veut dire aussi ne pas participer à embrouiller les esprits. Aujourd'hui, vous savez, c'est les réseaux sociaux qui font ça aussi. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, tout est dans un fil, hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, tout est mélangé. Les faits et les opinions. C'est-à-dire que puis tout est dans la même charte graphique, donc c'est difficile de se repérer. Bien, typiquement, aujourd'hui, certains médias participent au brouillage de ça. Quand on regarde une chaîne d'information en continu, quand est-ce qu'on a accès à de l'information brute, c'est-à-dire des faits, des choses, voilà, et à de l'opinion? De plus en plus, on a des gens qui viennent donner leur opinion sur des chaînes de télévision, sur des radios. On a même fait des métiers, on appelle ça des polémistes ou des éditorialistes. Et alors du coup, quand cette personne-là, est-ce qu'il parle et donne son opinion, est-ce qu'elle est journaliste, encore journaliste, ou est-ce qu'elle est là pour donner son opinion comme un communicant? Donc il y a un travail à faire là-dessus, il y a un travail à faire, on l'a dit, sur le conditionnel tout à l'heure. Moi, dans mon agence de presse britannique, je n'ai pas le droit de donner une information conditionnelle. C'est une faute professionnelle. Ça veut dire aussi arrêter certaines pratiques de la caméra cachée ou de voler des images ou des choses comme ça, parce que ça, c'est pas très déontologique. Donc, il faut balayer d'un côté, puis après aussi éduquer les citoyens. Nous, un de nos objectifs, c'est aussi de faire en sorte que les gens ne soient plus passifs par rapport à tout ça, qu'ils soient acteurs. Donc, on essaie de leur donner des postures, qu'ils fassent attention, dire « Ah, tiens, attention, là, il est en train de me donner son opinion. Ah, attention, il y a du conditionnel. Ah, attention, c'est une source qui est anonyme ou quoi que ce soit. » Mais aussi, le citoyen, et là on parle des jeunes, mais on parle aussi des adultes, il doit aussi reconnaître et fuir ce genre de médias quand il ne s'y retrouve pas.
Vous savez, moi, je me souviens dans la couverture des Gilets jaunes, par exemple, on avait plein de Gilets jaunes sur les ronds-points qui nous disaient mais de toute façon, BFM, je vais dire un gros mot, attention, BFM, c'est de la merde, de gros mots. Ils disent que des conneries, voilà. Et pourtant, on sait que la plupart des gens du mouvement des Gilets jaunes étaient branchés sur BFM toute la journée. Et nous, ce qu'on explique souvent aux gens, c'est qu'on leur dit, écoutez, vous savez, on démystifie un peu la profession de journaliste, on explique que c'est un peu de l'artisanat, quand même, la fabrication de l'information. On est un peu des artisans. Et moi, à titre personnel, quand je vais chez un boulanger et que son pain n'est pas bon, que ses croissants ne sont pas bons, je n'y retourne pas. Quand je fais intervenir chez moi un plombier, un maçon, et qu'il ne travaille pas très bien, je n'y retourne pas. Donc, on essaye aussi de sensibiliser, de dire, attention, vous ne pouvez pas d'un côté dire « c'est nul », et de l'autre, en fait, continuer à regarder. Voilà. Donc, il faut aussi une éducation. Il faut une éducation des journalistes, il faut aussi une éducation du côté des citoyens. Et donc, alors, la question sur la différence entre pensée critique, esprit critique, nous, comment est-ce qu'on la traite? Ça, vraiment, on essaye, je vais me répéter, mais vraiment d'inculquer une sorte de réflexe, en fait, que ce soit des réflexes et ce type de réflexe puisse permettre, en fait, de ne pas prendre pour argent comptant tout simplement n'importe quelle information qui passe, en fait, et qui est mise un petit peu sous la même forme et par rapport à ces fils de réseaux sociaux. Puis je pense qu'on peut lancer la réflexion là-dessus sur qu'est-ce que c'est que l'éducation à la complexité. Nous, on est là pour ça, hein, dans tous nos ateliers, de dire la pédagogie du questionnement, posons-nous des questions. Le monde, c'est pas je like pas, c'est pas... non, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, je pose ça là à mon tour, moi, Déborah, sur l'éducation à la complexité. Alors, c'est plus compliqué, c'est surtout plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, Edgar Morin nous expliquerait s'il était là que l'important, c'est le lien qu'on fait entre toutes les informations et le sens global que ça leur donne, plus que la valeur séparée, saucissonnée de chacune d'entre elles, ce qui introduit pas forcément de la complication, mais en effet de la complexité. Déborah là-dessus peut-être, mais je veux bien qu'on revienne ensuite, Olivier, sur un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, et notamment avec les journalistes de Playback Press qu'on fait travailler, qui est le sujet du conditionnel. Pourquoi est-ce que le conditionnel est une plaie? Ça a l'air d'être un micro-débat, et en fait, je pense que c'est un débat assez crucial. Et donc, je veux bien que tu prépares, que tu fourbisses tes armes contre le conditionnel pendant que Déborah nous parle de la complexité. Alors, il y a plein de choses à dire sur la complexité. Je vais essayer de faire simple. Et en tout cas, évidemment, on est très fan d'Edgar Morin chez ConfKids, hein, forcément. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, la façon de considérer cette génération, en tout cas, on va dire ceux qui ont autour de 8 ans et puis un peu plus âgés aujourd'hui, c'est que ce sont en fait des jeunes qui sont nés dans un monde en transition, qui est devenu justement extrêmement complexe du fait des interconnexions entre tous les sujets. Hein. Si on parle juste par exemple des objectifs de développement durable, aujourd'hui on sait qu'il y a 17 objectifs de développement durable et qu'on ne peut pas en toucher un sans toucher les 16 autres. Parce que les impacts, comme sur une table de mixage pour un ingénieur du son, le moindre truc qu'on touche va avoir un effet bien au-delà de ce qu'on pense. Donc l'éducation à la complexité, c'est un peu ça. C'est d'abord comprendre que l'univers ne s'arrête pas à un tweet, c'est comprendre que derrière la vie numérique, il y a une vie réelle et qu'en réalité, au-delà même du fait que derrière une vie numérique, il y a une vie réelle, en réalité, la vie numérique, c'est la vraie vie. Et que tout ce qui se passe, tout ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie, eh ben, on ne doit pas le faire sur Internet. Tout ce qu'on entend dans la vraie vie et sur lequel on va argumenter, contre-argumenter, éventuellement remettre en question, ce qu'on fait par ailleurs naturellement dans les discussions. C'est-à-dire que c'est un réflexe finalement que les jeunes ont globalement de contre-argumenter. Tout d'un coup, si c'est trouvé sur Internet ou dans les médias, c'est peut-être un petit peu moins remis en question. Et que du coup, il faut prendre cette habitude. Et du coup, là, effectivement, la culture du questionnement est au fondement de la complexité et de l'éducation à la complexité.
Et nous, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est même fondamentalement ce sur quoi on travaille, puisque le principe des ConfKids, c'est vraiment d'aborder tous les sujets, d'ailleurs pas spécifiquement l'éducation aux médias, contrairement à Entre les lignes qui a vraiment une expertise là-dessus, où nous on est plutôt on sensibilise mais on n'a pas d'expertise là-dessus. Mais par contre, on va essayer de mettre ça en exergue avec de l'éducation aux médias, par exemple, justement sur les enjeux de développement durable, sur l'économie, sur sur l'innovation, sur la santé, sur ce genre de choses. Donc voilà, culture du questionnement, pour moi, au cœur des enjeux de complexité. Ouais, culture du questionnement, Olivier, que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, au fond, d'ailleurs, en éducation, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire partir de la curiosité des jeunes, partir des questions qui se posent et essayer d'y répondre en complexité, c'est-à-dire d'une manière qui ne soit pas simpliste et qui aborde tous les éléments et qui, du coup, donne envie d'apprendre pour avoir les clés, pour maîtriser le mieux possible. Petit retour en arrière sur le petit grand sujet du conditionnel, où là, je veux bien une leçon de Maître Olivier sur pourquoi le conditionnel est interdit chez Reuters et au New York Times, et très modestement à mon quotidien. Merci Jérôme, mais je serai un peu plus modeste que ça, même si j'enseigne depuis quelques années, notamment dans des écoles de journalisme. Voilà, c'est vrai que c'est un point, ça peut paraître anecdotique, un débat voilà, qu'on peut se dire confiné à une profession, mais c'est un peu capital parce que l'utilisation du temps du conditionnel induit même l'hypothèse que quelque chose ne s'est pas passé. Et vous savez, normalement, je dis normalement, le job d'un journaliste, c'est d'essayer de raconter des faits tels qu'ils se sont déroulés. Alors, comment il va faire? Il va, pour raconter ces faits, alors soit il y a assisté, il était là, c'était un événement prévu, soit en fait, il va essayer de se rapprocher un petit peu de la vérité. Comment il va faire? En interrogeant plusieurs sources, des témoins en général, des gens qui ont participé, des gens qui ont vu, en regardant des images. Et il va essayer de se rapprocher comme un vœu pieux, parce que hormis l'exception si on est croyant et qu'on pense que toute la vérité vient de Dieu, bien évidemment, la vérité journalistique reste toujours quelque chose qu'on ne peut pas vraiment atteindre. C'est comme des cercles concentriques, on va essayer de s'en rapprocher, et si on a bien fait son travail, et si on ne l'a pas bâclé, eh bien on s'en rapprochera. Mais voilà, c'est ça le travail normalement originel d'un journaliste, et d'aller chercher un fait. Le conditionnel induit même est l'ennemi de cette vérité journalistique et l'ennemi de la vérité, puisqu'il induit même la possibilité que quelque chose ne soit pas passé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on utilise le conditionnel? On ouvre la porte, on l'a dit tout à l'heure, un participant l'a dit, à toutes les angoisses en fait. Moi, des informations conditionnelles, je peux vous en donner plein. Alors, la moitié sera vraie, des choses qui sont vraies, hein, c'est-à-dire, ça s'appelle la rumeur en fait, hein, tout simplement, mais vous savez, la rumeur parfois elle est vraie. Elle est vraie quand elle a été vérifiée, tout simplement. Mais tout le reste, en fait, c'est faux. Et ça alimente les croyances, les fantasmes. Vous voyez, on est croyances, d'un côté les croyances et d'un côté les faits. Et on va alimenter, en fait, toute une série de fantasmes. Aujourd'hui, la pandémie, quelqu'un qui s'est fait vacciner en Inde aurait développé des complications. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc ça peut paraître un détail, mais c'est super important. Et puis, oui, alors la règle toute simple, alors parfois ça arrive que ça passe entre les mailles du filet. Moi je parlais de Reuters, l'agence britannique, mais on peut dire la même chose de l'AFP, d'AP, parce que vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, les agences de presse sont les grossistes des autres médias. C'est-à-dire que les autres médias s'abonnent en fait au contenu que fournissent toutes ces agences qui sont présentes sur toute la planète, qui écrivent entre 8 et 12 langues, et du coup reprennent en fait assez largement cette information brute ou habillée, qu'elle soit du texte, de l'image, de la vidéo. Donc il y a une certaine confiance quand même, parce que quand on écrit quelque chose, les règles de déontologie en agence, elles sont hyper claires. La première, c'est qu'une information doit toujours être sourcée 2 fois par 2 sources différentes, ce qui nous protège, hein, bien évidemment. Et attention, 2 sources différentes, ça peut pas être 2 policiers, par exemple, si c'est un fait divers, hein. Voilà, parce que souvent, on y reviendra, c'était l'affaire de Ligonnès, hein, mais en fait, tout le monde s'est aperçu qu'il avait la même source au final. Voilà, mais c'est 2 sources différentes, c'est pas une source anonyme.
sauf quand on protège ton anonymat parce que sa sécurité est en jeu. Ça, c'est une autre question. Et puis surtout, en fait, c'est un fait qui s'est passé. C'est jamais au conditionnel. Donc moi, un agencier n'a pas le droit d'écrire au conditionnel à la seule condition, si je veux faire des jeux de mots, qu'il y ait une concordance des temps. Vous savez que le conditionnel, on l'utilise dans la concordance des temps. Voilà, donc voilà pourquoi c'est très dangereux et c'est quelque chose qui ne devrait pas... Et c'est quelque chose qui vous, en tant qu'utilisateur, en tant que citoyen, dès que vous voyez un conditionnel, hop, gyrophare dans votre tête, effectivement, réflexe. Si je reviens à ce que disait Déborah et Jérôme, parce que je trouvais ça très intéressant sur à quoi ça sert la pédagogie du questionnement, ça sert aussi à être très horizontal. C'est-à-dire que nous, un de nos principes philosophiques, j'ai envie de dire, entre les lignes, notre approche pédagogique, c'est toujours de partir des usages, en fait, des jeunes, effectivement. Et partir de leurs usages en leur posant des questions, sans les juger, effectivement, ça permet de construire avec eux une relation de confiance et ça permet d'avancer sur leurs vrais usages et surtout de pas adopter une posture très descendante, de dire aujourd'hui, je vais venir pendant 2 heures et je vais t'expliquer comment il faut faire pour bien t'informer, qu'est-ce que tu vas lire, qu'est-ce que tu vas regarder. Non, on va réfléchir ensemble en fonction de ce que tu fais déjà et des questions que moi, je peux être un guide, on peut essayer de te reposer des questions. Et ça, cette approche-là, pédagogie du questionnement, elle permet d'être horizontale et comme disait Jérôme, de donner l'envie d'apprendre et susciter la curiosité aussi. Merci Olivier, merci aussi Hakim. Je vous incite à aller regarder dans le chat. Hakim s'est donné la peine de faire un long développement sur la pensée critique qui nous permet d'ailleurs à la fois de creuser le sujet, mais aussi d'en attaquer d'autres. Donc merci beaucoup d'avoir pris cette peine-là. Et puisque on est dans le chat, je voudrais évoquer un sujet ou même lui donner la parole à Mégane. Qui parle évidemment d'un très gros point qui est celui de la gratuité, disons de l'ère de la gratuité, alors qu'une information de qualité est forcément payante, ce qui nous permettra, et là encore, je vous demande de fourbir vos armes, ce qui nous permettra d'aborder un point qu'on a juste évoqué jusqu'à présent, qui est celui de la confiance. Et donc, Mégane, merci de prendre la parole sur ce sujet de gratuit payant. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Mégane et je travaille. Désolée d'ailleurs, en fait, j'étais au feu rouge. Je suis l'échange avec mon téléphone, donc c'était pas forcément évident. Mais effectivement, moi, j'observe. Alors, qui suis-je? Je travaille à l'Université catholique de Lille et j'y suis notamment en coordination de la radio pédagogique. En parallèle de ça, je préside une radio associative avec laquelle j'interviens auprès de jeunes filles qui résident en foyer parce qu'elles ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, on fait des ateliers radio avec ces jeunes. Et donc, ce que j'observe évidemment, c'est que effectivement, elles ont un accès à l'information par des outils qui sont... Alors, je ne suis pas tellement âgée, j'ai 35 ans, mais on a 20 ans d'écart en général avec ces jeunes et je suis noyée par leurs usages déjà. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'il n'est pas forcément facile pour ces jeunes, pour plein de raisons, d'accéder à d'autres formes d'information. Donc, il y a Hakim qui l'évoquait un peu précédemment. Il y a des questions aussi simplement d'aptitude face à la forme que va prendre une information qui va être dite plus traditionnelle parce que c'est rédigé d'une certaine manière. Il y a une codification qui n'est pas forcément accessible. Donc, il y a une question d'accès de ce point de vue-là, mais il y a aussi une question d'accès financier. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une bonne considération de Mediapart. C'est peu cher. Un abonnement à Mediapart est peu cher pour ce qu'on y trouve, mais c'est du coup pas accessible forcément à ces jeunes-là. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas aussi, pas uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour l'accessibilité au fond. Et donc voilà, moi, je trouve ça très problématique. Je pense qu'il y a un vrai problème de modèle économique des médias qu'on va pas faire aujourd'hui, mais qui, en fait, attentent à l'intention même de la profession, en fait. Donc voilà. Ouais, merci Mégane. Déborah, Olivier, là-dessus?
Oui, alors il y a 2 choses concernant, la gratuité. Alors déjà, c'est vrai qu'au niveau des, oui, enfin, je sais pas, moi je considère que l'information devrait être gratuite pour tout le monde et qu'elle devrait être financée de façon à pouvoir être totalement autonome. Et donc, voilà. Donc, typiquement, les ConfKids sont gratuites et tout le monde est bénévole là-dedans pour être sûr qu'un maximum d'enfants y ait accès et ne soit pas limité. Donc, c'est vraiment une conviction qu'on porte fort, mais qu'on subit aussi par ailleurs, puisque la gratuité fait que ça veut dire que derrière, évidemment, c'est extrêmement compliqué en pratique de réussir à amener une information de qualité sans avoir de financement par ailleurs. Donc, je vous rejoins, Mégane, et en même temps, du coup, je ne sais pas trop, je sais pas trop comment faire. Il y a un autre sujet par rapport à la gratuité, mais cette fois-ci sur le plan du modèle économique que je pose aussi, qui est qu'en fait, la plupart du temps, en effet, les jeunes s'attendent en fait à ce que tout soit gratuit et qu'ils n'ont pas la moindre idée des modèles économiques qui sous-tendent derrière en fait tous ces contenus. Et un des gros pans de l'éducation qu'on fait et des messages qu'on passe sont exactement ceux-là, c'est-à-dire avoir de l'information de qualité, ça coûte cher, et si c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors moi, je viens des médias où j'étais directrice commerciale, donc mon boulot était typiquement de vendre de la publicité pour soutenir un modèle économique pour les médias dans lesquels je travaillais. Et aujourd'hui, bon, c'était il y a un peu de temps maintenant, mais aujourd'hui, on en voit clairement, pas seulement les limites, mais réellement les dangers de faire circuler en fait de l'information sur laquelle on n'a pas pu mettre des moyens derrière pour l'obtenir. Voilà. Voilà. Oui, juste pour peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit, sur ce qu'ont dit Déborah et Mégane. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Mégane, dans le sens où quand vous dites que finalement il n'y a pas vraiment d'accès à de l'information gratuite, ou qui n'est pas à leur portée, je pense pas justement que l'objectif, c'est vous faites un travail super avec cette association, avec ces jeunes filles, mais je pense pas que l'objectif de départ, ce soit qu'elles lisent Mediapart, en fait, au début. Et quand je dis que je suis pas tout à fait d'accord, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de médias qui sont présents gratuitement, notamment sur les réseaux sociaux qu'utilisent les jeunes. Je pense à Snapchat, je pense à Instagram, je pense à TikTok aussi plus récemment. Je donne juste un exemple, et c'est pas parce que c'est notre partenaire, mais Le Monde finance depuis 3 ans une cellule Snapchat. Ils ont recruté 8 journalistes, et qu'est-ce qu'ils font? Tous les jours, ils produisent une story, vous savez, une histoire, en fait, ils font une publication avec les codes de Snapchat. Les codes de Snapchat, c'est quoi? Ça veut dire avec un peu de vidéo, avec de l'infographie, et ça, c'est un travail de journaliste de qualité et qui est entièrement gratuit. Il y a aussi Combini, il y a aussi Street Press, il y a aussi l'AFP qui est présente maintenant, et c'est-à-dire qu'ils ont quand même accès sur ces plateformes-là qu'ils utilisent au quotidien à des médias qui sont 100% gratuits, et on n'a pas forcément besoin d'un abonnement. Donc, voilà. Ensuite, oui, Déborah a dit quelque chose de très important, on appelle ça l'économie de l'attention. Nous, on les fait beaucoup réfléchir là-dessus, la fameuse phrase « si c'est gratuit, c'est toi le produit », c'est-à-dire, essaye, tu sais, tu as accès à cette application, à YouTube, à une chaîne. YouTube est gratuit d'ailleurs aussi, et il y a quand même, c'est une bonne source d'information. Mais voilà, mais derrière tout ça, tu donnes des données, on les collecte, et il faut que tu l'acceptes, c'est comme ça. Et ces données-là sont revendues après. Donc sensibiliser à ça, c'est important. Après, je crois que Déborah a dit oui, moi je serais pour que l'information soit gratuite. Alors, il se trouve que, parce que c'est un droit, et Déborah a raison, c'est un droit, ça peu de gens le savent, mais le droit à l'information est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est un droit universel, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, alors en France spécifiquement, les médias reçoivent énormément de subventions publiques. Alors, tout confondu, hein, vous savez, dans le respect de la liberté d'opinion, hein, c'est-à-dire qu'un journal d'extrême droite ou d'extrême gauche va recevoir des aides au même titre qu'un journal centriste ou modéré ou quoi que ce soit. Donc, il y a déjà en fait une aide publique qui est là, qui subventionne. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Ça coûte très cher aujourd'hui de vouloir bien s'informer si on cumule les abonnements. Après, on entre là dans un débat qui dure depuis des décennies, bien évidemment. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que Jérôme ne dira pas le contraire non plus, en tant que fondateur d'un groupe de presse. L'information de qualité, ça a un coût.
Aujourd'hui, on est tous prêts à payer un abonnement Netflix, un abonnement MyCanal pour avoir accès à de la culture. Parlons-en, Déborah, mais la culture aussi, c'est essentiel et tout le monde devrait avoir accès à la culture aussi. Elle est aussi subventionnée, Non, mais on n'en parle pas, c'est pas notre sujet. voilà, effectivement. Allez, je referme la parenthèse. Voilà. Voilà. Mais voilà, faut réfléchir à ce que, oui, du coup, quand on n'est pas capable, quand on ne souhaite pas. Là, je ne parle pas des conditions de vie et du pouvoir d'achat, bien évidemment, mais je parle de quelqu'un qui a les moyens de se payer des abonnements ou quoi que ce soit. Oui, l'information gratuite qu'on va aller butiner comme ça sur Internet, forcément, on peut faire le parallèle avec la malbouffe. Forcément, oui. Je voudrais qu'on embraye sur ce sujet-là et dans le temps qui nous reste pour arriver au point de la confiance qui n'est pas sans rapport puisque entre l'information payante et l'information gratuite, l'information qui peut coûter cher quand on la reçoit, mais dont on sait qu'elle coûte cher à produire quand elle est de qualité. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on sait à qui on fait confiance finalement? Est-ce que c'est pas ça la clé? C'est-à-dire, dès lors que j'ai identifié des personnes dignes de ma confiance, pas des personnes, des outils d'information dignes de ma confiance, est-ce que j'ai pas fait le travail? Si, c'est déjà une grande partie du travail qui est effectué. Comme je le disais tout à l'heure, chacun doit construire sa confiance, en fait, dans les médias en lesquels il peut avoir confiance. Ça peut être parce que il a remarqué, tiens, que voilà, tel média, en fait, avait déjà relayé une fausse information, ou on le disait tout à l'heure, trop en faire du sensationnalisme sur un fait divers ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va commencer par écarter cela. Puis après, trouver des médias dans lesquels déjà on se retrouve un petit peu dans la ligne éditoriale, c'est-à-dire dans le choix des sujets, de dire tiens, ce média, moi l'international ça m'intéresse, ou l'environnement ça m'intéresse, tiens voilà, je sais que tel média, enfin voilà. Donc faire ce travail d'identification. Après, la clé, on l'a dit plusieurs fois, on le répète encore, mais c'est d'avoir plusieurs sources. C'est-à-dire à partir du moment où on a plusieurs sources, on peut avoir confiance. Et puis après, il y a d'autres outils qui existent et qui sont très bien. On peut citer le Décodex qui a été développé par Le Monde. On peut citer NewsGuard aussi, développé par la presse américaine, où là, en fait, ils ont fait un formidable travail en fait, de recension de sites d'informations qui sont les plus utilisées par la population mondiale, en fait. Et ils ont fait, vous savez, comme des étiquettes nutritionnelles, vous savez, de dire, voilà, ils ont pris des critères, en fait. Est-ce que ce média est transparent? Est-ce qu'il dit quand il se trompe? Est-ce qu'on sait qui est son actionnaire? Est-ce qu'il a déjà relayé des fausses informations, des choses comme ça? Et on va avoir des étiquettes un peu comme nutritionnelles d'informations. Et ça marche plutôt bien. Mais cette question, elle mériterait je ne veux pas faire un tunnel, elle mériterait qu'on en parle pendant très longtemps, mais cette question de se dire à qui j'accorde ma confiance, qui me parle, elle est essentielle avec les jeunes, avec les adultes. Un dernier exemple, souvent, moi j'ai un jeune, par exemple, qui va me dire une fake news et je lui dis, alors c'est quoi ta source? Qui c'est qui t'a raconté ça? Il me dit, c'est mon frère Hakim qui m'a dit ça. Je lui dis, mais ton frère Hakim, il s'y connaît en virus ou en vaccin? Non, mais je l'aime bien, c'est mon frère quand même. Voilà, j'ouvre un tiroir, mais cette question-là de dire on peut ne pas avoir confiance en termes d'information par quelqu'un, même si on aime quelqu'un, ou qu'on l'apprécie, ça c'est important. Oui, Déborah. Oui. Je peux rajouter juste une chose. Alors là, on parle beaucoup d'outils d'analyse en fait des médias auxquels on va avoir affaire. Moi, je rajouterais aussi une brique là-dessus. C'est l'éducation à tout ce qui va être notre réception, notamment en termes neuroscientifiques, face à l'information ou à la recherche d'information. Alors dit comme ça paraît un gros mot et on se dit mais comment faire ça avec des gosses? Alors nous, on le fait, on a une neuroscientifique résidente chez ConfKids avec qui on va discuter notamment des biais cognitifs, par exemple. Et donc c'est la limite du questionnement aussi, elle est là, et apprendre aux enfants la limite du questionnement, c'est-à-dire amener un questionnement qui soit constructif et qui soit sain, pas un questionnement qui vise systématiquement à mettre en doute toutes les informations qu'on perçoit, c'est-à-dire faire la différence entre effectivement une opinion et par exemple un consensus scientifique. On sait qu'aujourd'hui les résultats scientifiques sont énormément malmenés, ils sont mal perçus par les jeunes, ils sont remis en question en permanence
au nom de complots, au nom… Bon, voilà. Et du coup, amener les jeunes aussi à se questionner sur ce qui motive le doute, sur ce qui motive le questionnement, en fait, les amener à réfléchir sur la façon dont eux-mêmes ont des limites, enfin eux-mêmes et nous tous d'ailleurs, même enfin, un biais cognitif, le principe c'est qu'on peut le connaître, mais ça va être difficile de l'éviter puisque c'est un biais cognitif. Mais au moins poser le doigt dessus, c'est aussi un sujet de notre côté. Donc il y a effectivement une question de confiance, à qui on accorde sa confiance, mais aussi quel est le degré qu'on s'accorde à soi-même dans la façon dont on reçoit ou même dont on recherche l'information, c'est un des sujets qu'on aborde. Et dernier truc, grosse différence, un des sujets qu'on pose et qui est plus facile pour nous pour rentrer dans ces questions-là, notamment avec les jeunes qui flirtent un peu avec les questions de complot. On ne peut pas rentrer directement dans les questions de complotisme, etc. Et en fait, on y entre par la mésinformation. Faire la différence entre la mésinformation et la désinformation, c'est un très bon moyen de poser les choses de façon sereine et d'amener un truc tout simple, c'est on peut se tromper, les médias peuvent se tromper. Et en fait, c'est pas parce que tu y crois et que tu es sûr que la personne a raison ou que tu as confiance, etc., que tu peux pas juste à un moment vérifier qu'elle a tout simplement pas fait d'erreur. Et c'est une des premières briques aussi qu'on pose sans en faire en fait tout un pataquès, mais de dire tout le monde a le droit à l'erreur, les médias aussi. Voilà. Oui, mais alors, puisqu'il est temps de conclure, je me demande si j'ai pas un petit coup de déprime qui me tombe sur le crâne. Est-ce que c'est pas un combat perdu au sens où on voit des gens qui font beaucoup d'efforts, vous, d'autres associations, des médias qui se donnent un mal de chien pour produire une information de qualité, respecter un code de déontologie, tout ce qui a été dit, mériter la confiance finalement des gens. Et on voit même tout un tissu éducatif, l'éducation nationale en France, partout dans le monde, faire un travail de fond sur l'éducation aux médias. Et on voit aussi des gens extrêmement éduqués plonger la tête la première dans toutes les thèses complotistes et finalement, est-ce que le mal n'est pas condamné à triompher ou dit différemment, quel genre de message d'espoir vous pouvez nous délivrer qui nous permettent de ne pas pleurer en raccrochant de cette conversation? Tu veux commencer, Olivier ou… Je t'en prie, Déborah, je t'en prie. D'abord, alors le premier message d'espoir, c'est que on est encore en train d'apprendre. Enfin, encore une fois, ça s'appelle encore nouveaux médias, tout ça, quoi qu'on en dise. Même si ça fait, enfin, mine de rien, ça fait qu'une quinzaine d'années. Et surtout, ça va, comment dire, la technologie va à une telle vitesse que c'est surtout pas le moment de baisser les bras. Parce que, en fait, on apprend tous les jours, d'une part, de tous ces médias et des nouvelles technos qui nous obligent, en fait, à trouver des solutions. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les solutions et tout ce qu'on fait viennent aussi des jeunes à qui on parle. C'est-à-dire qu'ils nous apprennent autant sur leurs consos, sur leurs usages de tous ces médias-là, que nous, on essaye de leur en apprendre. Donc déjà, quoi qu'il arrive, il ne faut pas rompre le lien avec eux parce que c'est ce qui nous permet aussi de designer des solutions et des discours auprès d'eux qui sont vraiment ancrés dans leurs pratiques et dans leurs usages. Donc, quoi qu'il arrive, bon, et puis après, message universel, non, on ne baisse pas les bras, quoi, c'est la base. Voilà. Bon, Jérôme, en fait, Jérôme, à 17h56, vous invite quand même à aller vous servir un verre de vin ou autre chose, si ça a des vertus anxiolytiques pour vous. Bon, je vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un de très honnête. Oui, il y a des moments qui sont très durs dans notre quotidien et on a envie de baisser les bras parce qu'on se dit, bah, c'est simple, quand 100 personnes sont exposées à une fake news et qu'il y a un travail de fact-checking derrière et de débunkage, on sait très bien qu'on n'aura jamais les 100 personnes du départ qui auront été exposées, où on leur expliquera que ça n'a pas marché. Donc effectivement, toutes ces entreprises de désinformation ont beaucoup d'avance sur nous. On n'en a pas parlé, mais il y a un modèle économique. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en créant tout ça, ces théories du complot, ces fake news. Donc oui, il y a plein de raisons d'être pessimiste, de se dire finalement on rentre dans une ère de la post-vérité.
C'est-à-dire où aujourd'hui, à quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, vous lui racontez un fait, quelque chose qui est vérifié, vérifiable et qui s'est déroulé, et la personne vous regarde et vous dit non, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, c'est, vous savez, où l'opinion, en fait, la vérité devient une croyance, en fait, voilà. Donc ça, c'est hyper déprimant, effectivement. Après, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont portées, Jérôme l'a dit, par les enseignants, par les éducateurs, par des associations, par vous, les fondations, et c'est vraiment... emparez-vous de ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, vous savez, par exemple, il n'y a aucune fondation qui est dédiée à ça, à l'EMI en particulier. Alors, il faut saluer quand même le fonds du 11 janvier, une initiative, vous connaissez bien, mais qui va prochainement s'arrêter, qui s'était emparé. Mais emparez-vous de ces sujets-là parce qu'il y a une urgence démocratique, une urgence citoyenne. Et moi, je trouve que les motifs d'espoir, Déborah a raison, ils sont chez ces jeunes publics qu'on côtoie parce qu'ils sont formidables. Et déjà, moi, je peux vous dire, en 11 ans d'expérience dans des ateliers, en fait, quand on va creuser, il suffit juste, et avec tout type de population, Mégane, elle parlait de ces jeunes filles en foyer, nous, on intervient dans des quartiers compliqués, il suffit juste, l'esprit critique, il est en chacun de nous. Il suffit juste parfois d'aller gratter un peu plus, de plus contextualiser, d'expliquer aux gens. Et le travail, les journalistes devraient faire ce travail. Et il est là, on peut aller le trouver. Donc on va continuer ensemble, tous ensemble, avec vous, les fondations, avec les journalistes, avec les associations, avec ConfKids, avec tout le monde. Et puis, on va continuer à mettre des coups d'épée dans l'eau, mais on sera de plus en plus nombreux et on pourra compter sur ces jeunes populations qui auront des bons réflexes. On va continuer et les enfants sont formidables. À 18h00, ça me paraît être une assez bonne conclusion. J'avais promis 18h, on est quand même pas mal, Anne. Oui, alors c'était vraiment, je vous remercie parce que c'était vraiment une session passionnante. Merci Olivier, merci Déborah, merci Jérôme, et puis également Hakim et Mégane qui êtes intervenus. Alors, bon, c'est une session qui avait une couleur un petit peu différente des sessions habituelles puisqu'il n'y avait pas vraiment de prise de parole de fondations qui présentaient leurs engagements, mais vraiment une discussion autour d'un phénomène de société qui touche à l'éducation. Et donc, merci de nous avoir éclairés sur ce phénomène-là. Peut-être pour vous dire aussi que pour le Cercle Action Internationale, nous aurons prochainement d'autres rendez-vous, notamment... Le Cercle Éducation peut-être. Éducation, Action Internationale, c'est le matin, qui donnera donc une prochaine session qui donnera une suite à la rencontre que nous avions organisée sur le lien avec le ministère de l'Éducation nationale et les académies. Et puis encore d'autres événements à venir et vous serez évidemment avertis. Et puis vous pourrez retrouver la captation de cette session sur les pages dédiées du site du CFF. Voilà, merci encore à vous. Jean-Marc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais effectivement, confirmer et compléter les remerciements, c'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup appris, mais merci aussi beaucoup Jérôme pour ton animation parce que tu acceptes de consacrer beaucoup de temps au collectif des fondations et en apportant vraiment, comme aujourd'hui, des interventions et des sujets de qualité. Donc merci beaucoup. Merci à tout le monde pour ma part, pour tenir le délai 18h01. Peut-être Jérôme, le mot de la fin pour toi. Non, j'allais le donner à notre président vénéré, Stéphane, qui doit conclure, puisque c'est quand même son job. Merci Jérôme. Donc j'ai 30 secondes. Déjà, vraiment remercier Déborah et Olivier, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Marc, c'était passionnant d'avoir votre témoignage. Et puis, comme je l'ai mis dans le chat également, merci de nous avoir permis de terminer avec une clôture plutôt optimiste. Moi, ce que je retiens, je ne vais pas revenir sur les échanges, mais je repars avec un goût du fait que le travail que vous faites auprès des jeunes doit forcément rejaillir sur les familles et sur leur environnement. Et je pense que vraiment l'éducation au rapport à l'information concerne tout le monde. Et j'ai le sentiment, et renforcé en vous écoutant, qu'on a d'un côté, alors sans caricaturer, mais des jeunes qui sont avides d'informations. Vous nous avez expliqué qu'il ne fallait surtout pas croire que les jeunes ne s'informaient pas. Ils sont avides d'informations et puis peut-être face à eux, parfois, ils ont de nombreux adultes qui ne consomment plus l'information.
ou qui sont un peu blasés, ou qui justement ont un rapport de méfiance généralisé. Donc je pense que le travail éducatif que vous faites, et alors bon, évidemment j'ai un peu ma casquette Fondation Apprentis d'Auteuil quand je dis ça, mais le travail éducatif que vous faites est un travail qui rapproche les jeunes avec leur environnement, avec les adultes, avec les parents, avec la famille. Et c'est pour ça également que je vous rejoins dans cette conclusion plutôt optimiste, qui est que, évidemment, le monde évolue, les manières de s'informer évoluent. Donc, en tout cas, ce que vous faites est essentiel. Et puis, oui, il y a vraiment cette question de la confiance. Hein. Le fond du rapport à l'information, c'est pour moi un rapport à la confiance, enfin un rapport de chacun à la confiance. Et moi, je suis frappé de voir à titre personnel de plus en plus que quand on va parler d'une information qui a trait à la défense, il faut mettre un militaire. Ça a trait à la santé, il faut mettre un docteur, et si les professeurs, c'est encore mieux. Donc, la confiance dans le journaliste, dans celui qui, avec son regard, si je puis dire, neutre, va collecter, faire tout un travail de remontée de l'information. Et puis, également, Olivier, je pense que vous nous avez dit que vous étiez également enseignant. Je pense que c'est intéressant de voir quel est le rapport des étudiants en journalisme qui sont donc des jeunes à l'information et quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs ambitions. Et là aussi, je pense que le fait de leur partager votre expérience et vos réflexions doit également contribuer un peu à la note positive et optimiste que vous avez partagée avec Déborah en conclusion. Donc, merci vraiment à tous pour cette heure très, très enrichissante. Bon, merci Président, merci Olivier, merci Déborah, et donc à très bientôt pour la suite des aventures du Cercle Éducation. À bientôt. Au revoir. Merci au CCF, à bientôt.